Eh bien bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on repart sur de l'Active Directory avec un sujet super intéressant, relativement quick win quand on est en test d'intrusion interne, si et seulement si, on le verra, les prérequis de l'attaque sont remplis. En effet, aujourd'hui on va parler de différentes techniques de spoofing et des techniques de man in the middle. Bien évidemment, pas de panique, je vais commencer par vous expliquer les différents protocoles dont on va parler aujourd'hui, leur fonctionnement, etc. Et vu qu'on a pas mal de pain sur la planche, commençons tout de suite. Dans un premier temps, il me semble utile de redéfinir le terme spoofing. En gros, le spoofing, c'est une technique utilisée par les attaquants pour usurper l'identité d'une entité qui est légitime. Imaginez que vous recevez un appel téléphonique d'une personne prétendant être de votre banque. Elle connaît votre nom, votre adresse et d'autres détails personnels. Elle vous demande de confirmer votre numéro de compte ou votre code PIN, peu importe, pour vérifier une activité suspecte. Donc vraiment du phishing, donc c'est-à-dire du phishing via appel. En réalité, l'appelant c'est complètement un escroc et en fait il a spoofé le numéro de téléphone de la banque, puisqu'en fait il a fait apparaître banque sur votre afficheur alors que c'est clairement pas la banque, et en plus de ça il utilise des informations trouvées en ligne pour gagner votre confiance, donc clairement de l'ingénierie sociale. Et bien sûr le spoofing a une grande place dans l'ingénierie sociale et même dans la cybersécurité plus globalement. Donc en fait ça signifie que quand on spoof, on va falsifier des informations, par exemple une adresse IP, un email ou encore un numéro de téléphone comme dans l'exemple juste avant, pour faire croire au système ou aux utilisateurs qu'ils interagissent avec une source qui est de confiance. L'objectif, elle est de contourner les mesures de sécurité, de tromper les utilisateurs pour qu'ils divulguent des informations qui sont sensibles, ou encore d'injecter du code malveillant dans un système. Donc voilà, il y a quand même pas mal de possibilités et le spoofing est, comme je vous l'ai dit, super présent. Bien, maintenant que le spoofing est clair, on va directement passer au vif du sujet en parlant des protocoles LLMNR, NBTNS et MDNS. Ici, je ne redéfinis pas ce que c'est une attaque par man in the middle parce que je pense qu'elle est quand même assez connue. Je vous mettrai rapidement un petit schéma à l'écran, mais on passe pas dessus parce que c'est, je trouve, un peu plus connu que le spoofing. Alors, pour revenir un petit peu sur nos protocoles dont j'ai parlé juste avant, dans certains environnements Active Directory, les protocoles de résolution de nom multicast sont activés par défaut. Donc ces protocoles, c'est LLMNR pour Local Link Multicast Name Resolution, NBTNS pour NetBIOS Name Service ou MDNS pour Multicast Domain Name System. Ces environnements Active Directory où justement ces protocoles sont présents peuvent se rabattre sur ces protocoles-là lorsque les protocoles de résolution de nom de domaine standard échouent. Donc typiquement ici on pense au DNS, à savoir que les systèmes Windows tentent d'abord de résoudre dans l'ordre via le fichier etc host, ensuite ils vont utiliser le DNS et enfin ils vont fallback sur le protocole LMNR et enfin le protocole NBTNS, si bien sûr ces protocoles sont activés dans le domaine. Sauf que le problème, on l'a vu juste avant, c'est que le protocole LMNR et le protocole NBTNS c'est en multicast, c'est-à-dire qu'en fait si une machine fallback sur ces protocoles là, il va envoyer une requête multicast à toutes les machines du domaine qui sont assez proches. Ce qui est alors possible pour un attaquant, je pense que potentiellement vous voyez où je veux en venir, c'est de démarrer un serveur rogue, je vous expliquerai ce que c'est juste après, et de se mettre en écoute sur le réseau en attente de requêtes justement multicast LMNR, NBTNS ou MDNS qui viennent d'une machine. L'objectif ici bien sûr c'est d'y répondre, spoofant ainsi la vraie cible, mais alors vous allez me demander en quoi c'est utile de faire cette attaque. Eh bien je vous ai dit qu'on démarrait un serveur rogue, sans vous expliquer ce que c'est. En gros un serveur rogue, c'est un serveur qui va être utilisé pour tromper les utilisateurs et surtout les machines. En effet, dans notre cas, on va seulement simuler le début d'authentification en prenant en compte plusieurs protocoles comme du HTTP, HTTPS, SMB, SQL, FTP, IMAP, etc., etc. Pour récapituler un petit peu l'attaque, on met un outil en écoute sur le réseau interne, donc ici bien sûr c'est Responder, et on espère qu'une requête LLMNR ou NBTNS ou MDNS soit envoyée par une machine en multicast sur le réseau. Globalement c'est ça, mais en fait il faut bien comprendre dans quel cas ces requêtes vont être envoyées. Alors on l'a dit juste avant, si vous suivez bien, c'est si Windows n'arrive pas à résoudre via le DNS ni via le fichier etc host et si justement ces protocoles LMNR, NBTNS, etc. sont activés sur le domaine. Mais alors comment ça peut arriver ça? Eh bien imaginons que par exemple un utilisateur misclique sur l'orthographe d'un échange, donc par exemple il veut accéder à /share_private mais qu'il tape sans faire exprès /share private avec 2 i. Et bien dans ce cas, la machine Windows, elle va pas réussir à résoudre le nom via DNS puisque le serveur DNS, qui est souvent le domaine controller, n'a pas justement cet enregistrement DNS et le fichier etc host c'est pareil, il connaît pas ça. Donc si le protocole LMNR, NBTNS ou MDNS est activé, et bien forcément la machine Windows, elle va utiliser par la suite ces protocoles, c'est comme ça qu'elle est faite, et du coup elle va directement envoyer une requête multicast dans le réseau à recherche de ce nom pour résoudre en fait et réussir à avoir une IP en retour. Ici l'exemple il est un petit peu bancal dans le sens où c'est rare qu'un utilisateur déjà accède avec un / en tapant directement le nom du share, à part d'admin system et ça peut arriver, c'est relativement rare, mais par exemple imaginons que
ce même utilisateur, il essaie d'accéder sans monter son VPN à un échange. Et en fait, il est déjà dans le réseau, je sais pas, il veut monter son VPN, ça fail, et du coup sa machine, elle va envoyer directement, encore une fois, une requête LMNR ou NBTNS, etc. Parce que justement, elle n'aurait pas réussi à résoudre, puisque son VPN sera pas monté, elle n'aura pas le bon record DNS, et ça va fallback sur justement ces protocoles qui sont dangereux. Ici, je vous ai donné 2 exemples, mais je crois aussi, j'ai entendu parler, faut un gros check, que Chrome à un moment sur Windows faisait de temps en temps des requêtes LMNR, NBTNS. De toute façon, si jamais vous êtes en test d'intrusion interne, suffit juste de lancer un responder sans empoisonner les requêtes, juste en écoute, et vous allez voir quand même pas mal passer, et bien justement de petites requêtes LMNR, NBTNS, normalement, à moins que dans tout le domaine, ces protocoles soient désactivés. Donc bien, on a réussi maintenant à spoofer la machine, puisqu'on lui a répondu avec notre serveur, on lui a dit oui, t'inquiète pas, c'est moi qui a le SHA private avec 2 i, tu peux tout à fait t'authentifier sur moi. Et là, l'authentification, c'est assez intéressant, puisque vu qu'on a mis en place, en plus de ça, un serveur d'écoute, mais aussi un serveur rogue avec responder, on va pouvoir l'empoisonner, spoofer, et ensuite lui dire viens t'authentifier sur moi. Ce qui va nous permettre à nous, en tant qu'attaquants, de récupérer une réponse NTLM V1 ou V2 en fonction de la version qui est utilisée. Alors ici on appelle ces hash NetNTLM V1, 2, etc. ou NTLM V1, 2, mais en fait généralement il est plus logique de les qualifier de réponse NTLM V1. Ici dans cette vidéo je les qualifierais de NetNTLM V1 parce que c'est plus simple, mais voilà, gardez ça en tête. Donc là vous allez me dire, super, on a réussi à spoofer quelqu'un parce qu'il y a une requête LMNR qui est partie d'une machine, on l'a spoofé en y répondant, on a récupéré un hash NetNTLM V1 ou V2 d'un utilisateur, mais qu'est-ce qu'on peut en faire? Et bien potentiellement vous allez penser à vouloir faire du pass de hash. Si jamais vous savez pas ce que c'est du pass de hash, n'hésitez pas à check ma vidéo sur le sujet. Et bien malheureusement on peut pas le faire, parce qu'en fait ce hash, donc NetNTLM V1 ou V2, c'est comme je vous l'ai précisé juste avant, une réponse spécifique à un challenge lors de l'authentification réseau, et non le hash du mot de passe stocké, donc pas le HNT. Donc là où le pass de hash nécessite le HNT du mot de passe de l'utilisateur comme on l'a vu dans la vidéo sur pass de hash, ici le hash NetNTLM c'est vraiment lié à un challenge unique. Et on ne peut pas l'utiliser justement pour faire du pass de hash de cette manière. Mais ce qu'on peut faire, par contre, c'est premièrement essayer de le craquer avec Hashcat ou John the Ripper, et ça c'est plutôt cool. Parce que du coup, si on arrive à le craquer, cela veut dire qu'on est passé d'un contexte en boîte noire, en black box, avec 0 compte de domaine, à un compte valide, donc on a en fait réussi à avoir un accès initial. Alors vous allez me dire, oui en vrai, cette attaque, elle demande quand même beaucoup de prérequis, l'un des protocoles de la liste doit être activé, et il doit y avoir une erreur de typo, ou en tout cas une mauvaise configuration, peut-être un script qui est mal configuré, ou un VPN qui ne monte pas, etc. Justement pour qu'il n'y ait pas de résolution DNS qui se fasse via ETChost ou via le protocole DNS par défaut. Comme je vous l'ai dit, c'est assez vrai. Néanmoins, ça ne coûte vraiment rien de laisser son responder chez un client quand on arrive, parce que vous allez voir que vous allez souvent avoir des choses dans des gros domaines. Il y a souvent justement des petites requêtes qui se font. Bien sûr, il faut avoir ces protocoles qui sont activés sur le domaine, sinon vraiment on n'essayait même pas de le faire. En tout cas pour ces protocoles LMNR, NBTNS, MDNS, on en verra par la suite juste un peu d'autres protocoles. Bon, plus haut, je vous ai dit qu'on pouvait seulement craquer ces hash NetNTLM V1 et V2. Et en vrai, j'ai un peu menti. Parce qu'en fait, si l'on réfléchit bien, on récupère un hash NetNTLM V1 ou V2 qui est destiné à s'authentifier via le protocole SMB, donc serveur message block. Mais en fait, qu'est-ce qui nous empêche de relayer cette réponse NetNTLM V1 ou V2 via un autre serveur? Bah oui, en fait, imaginons que l'utilisateur qui est venu s'authentifier à notre machine puisqu'on l'a spoofé, et en fait il a d'autres droits sur d'autres machines. Typiquement peut-être qu'il est admin d'une autre machine. Donc ici ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une attaque main in the middle. Pour faire cela, on va encore une fois avoir besoin de responder, mais aussi de NTLM RelayX. Donc le nom vraiment il parle de lui-même pour l'outil. On va utiliser du coup une attaque qu'on appelle par relais NTLM. En gros NTLM relay, on va lui passer d'abord en paramètre un fichier qui contient tous les hosts qui sont généralement des serveurs parce que c'est les plus intéressants. Et donc NTLM relay X va récupérer la réponse qui vient de responder, donc la réponse de l'utilisateur qu'on a réussi à spoofer, et va la renvoyer à cette liste de serveurs pour tenter de s'authentifier. Par défaut, si l'authentification elle réussit, NTLM RelayX va essayer de dumper, c'est-à-dire de récupérer la base SAM. La base SAM, pour ceux qui sont au fond de la salle, elle stocke tous les secrets des comptes locaux. Mais on n'est pas obligé de faire ça, on peut aussi indiquer une commande avec le paramètre "-c comme à l'écran, et il y a encore d'autres choses qu'on peut faire. Par exemple, on peut aussi l'utiliser pour faire du SOX proxy. Par la suite, je reviendrai pas sur le sujet, mais c'est super intéressant, je vous le mets à l'écran rapidement. Voilà, c'est vraiment cool. Ça semble peut-être trop beau pour être vrai. En effet, si les prérequis précédents sont présents, alors on a de grandes chances de pivoter. Malheureusement, le relais NTLM impose aussi d'autres prérequis, en plus du spoofing qu'on a vu juste avant, puisque en vrai, sinon, ce serait vraiment trop beau. En effet, comme vous pouvez le voir sur le tableau, si la signature SMB est activée, alors c'est vraiment ripito le relais. En vrai, je fais le pessimiste en disant ça, mais c'est pas si grave, parce qu'en fait, si on regarde un petit peu le principe de la signature SMB, c'est en gros d'ajouter une couche de sécurité en signant chaque paquet SMB. Donc vu qu'on intercepte une tentative d'authentification NTLM
NTLM d'un utilisateur qui est légitime et qu'on la relaie sur un serveur cible pour s'authentifier en tant que cet utilisateur justement. Donc si la signature SMB elle est présente, le serveur et le client vont vérifier cette signature des paquets SMB et donc nous c'est vraiment mort. Sauf qu'il faut bien comprendre que le fonctionnement de la signature SMB, il faut aussi configurer le serveur et le client pour qu'ils exigent de vérifier cette signature. Parce qu'en fait, la signature SMB fonctionne selon le principe de la moindre exigence. Ça veut dire que si ni le client ni le serveur n'exigent de signature, eh bien, la session n'est pas signée pour des raisons de performance. Donc des fois, on peut potentiellement voir du SMB qui est signé, mais vu que le serveur n'est pas configuré pour exiger une signature, eh bien, on peut bypass entre guillemets. C'est quand même assez rare, mais ça arrive. Alors potentiellement, pour les petits malins, vous allez me dire, Franso, étant donné que la signature de la session, elle est négociée pendant l'authentification NTLM, pourquoi on ne pourrait pas tout simplement falsifier les messages et désactiver les flags de négociation de la signature? Ça se voit typiquement quand on veut contourner des sécurités. Eh bien, très bonne question, on ne peut pas tout simplement parce qu'il existe une protection appelée MIC, qui empêche cela. MIC, c'est pour Message Integrity Code, c'est une mesure contre le relais qui est facultative et qui garantit l'intégrité des messages NTLM. Le MIC ou MIC, je sais pas comment on dit, empêche du coup les attaquants d'altérer les messages NTLM lorsqu'il les relaie. Donc avec le MIC, impossible de dégager ce flag qui pourrait potentiellement nous permettre de bypass la signature SMB. Du coup, au final, ce super quick win, il demande quand même pas mal de prérequis. Et honnêtement, je trouve ça assez normal. Parce qu'en plus, ici, je vous ai seulement parlé de relayer via le protocole SMB. Sauf que SMB, c'est pas le seul protocole qui est présent sur un domaine, dans un Active Directory. Et là, vous allez avoir peut-être une autre question. Comment ça se fait qu'on puisse utiliser d'autres protocoles? Eh bien, parce que les messages d'authentification NTLM sont intégrés dans les paquets des protocoles d'application tels que donc SMB, on l'a vu juste avant, mais aussi HTTP, MSSQL, SMTP, IMAP. Donc le protocole d'authentification NTLM est indépendant du protocole de l'application. Cela signifie qu'on peut relayer les messages d'authentification NTLM via un certain protocole, comme par exemple HTTP, ou encore via un autre. En fait, on s'en fiche puisqu'on va avoir ce qu'on appelle du relais NTLM interprotocole. Bien sûr, l'attaque de man in the middle, donc de relais NTLM, elle est possible vers d'autres protocoles in fine, mais on peut aussi faire du spoofing, donc vraiment l'étape juste d'avant quand on parlait de LLMNR, NBTNS, MDNS, avec d'autres protocoles comme du DNS, du DHCP en IPv6, WSUS ou encore WPAD. Honnêtement, le spoofing, c'est toujours le même principe. Une fois que vous avez compris le fonctionnement, c'est seulement le protocole et les prérequis qui vont changer. Donc si jamais vous voulez encore une fois en apprendre plus, soit sur le relais, soit sur le spoofing, vous pouvez tout simplement regarder les ressources que je vous ai mis en commentaire. Bon, normalement ici dans le script, j'avais mis un petit blabla sur le man in the middle pour IPv6 et le spoofing IPv6, mais je vois que le temps avance très vite, donc je pense qu'on va directement parler un petit peu de fixe. Globalement, comment on peut éviter du relais et surtout du spoofing, LLMNR, NBTNS, etc. C'est déjà désactiver SMBv1. En vrai, à craquer un hash netNTLM-v1, c'est beaucoup plus rapide qu'un hash netNTLM-v2. Ensuite, vous l'aurez compris, activer la signature SMB, ça pour tout ce qui est relais SMB, ça rend vraiment les choses trop galères. Et surtout, exiger, comme je vous l'ai dit, la vérification de la signature côté serveur et côté client. Avec ça, vous pouvez ajouter le MIC dont je vous ai parlé juste avant. Et pour finir, bien sûr, désactiver les protocoles qui sont vulnérables. Donc ici, LLMNR, NBTNS et MDNS. Et par exemple, j'aurais pu parler de IPv6, mais par défaut, Windows utilise IPv6 quand il démarre. Et bah, si vous n'avez pas besoin dans votre parc de IPv6, faites attention quand même parce que par défaut, des fois, il y a des serveurs qui parlent en IPv6 depuis le début et vous n'êtes pas au courant. Donc vraiment, il faut y aller mollo quand vous voulez justement appliquer des fixes dans le parc. Regardez un petit peu ce qui se passe sur le réseau, typiquement avec une sonde où vous démarrez un petit Wireshark, vous regardez s'il n'y a pas des trames IPv6 qui circulent pour justement, si vous coupez IPv6, que ça fasse pas trop d'effet de bord. Mais déjà, faire tout ça, ça pourra vraiment vous permettre de vous prémunir pas mal des attaques de spoofing et par relais NTLM. En termes de détection aussi, il y a tout ce qui est son réseau qui peut être mis en place, des logs aussi qui peuvent être mis en place. Ça, bien sûr, j'en parle pas trop ici, mais n'hésitez pas à faire vos recherches sur le sujet. En tout cas, si jamais vous avez d'autres questions, soit sur l'aspect offensif ou défensif, n'hésitez vraiment pas à les poser en commentaire. Moi, j'espère que la vidéo vous aura plu, qu'elle n'aura pas été trop longue. Et bien sûr, je vous rappelle qu'on peut penser que l'attaque est infaisable parce qu'elle demande beaucoup de prérequis, mais je vous assure qu'en audit interne, vous lancez un petit responder sans faire d'empoisonnement au début et vous allez voir beaucoup de trames, soit du IPv6, soit du LMNR, NBTNS, etc. qui vont passer. Donc, je vous invite à tester. Sur ce, comme d'habitude, je remercie les relecteurs, donc Ryan et Nemesis, les bros. Et écoutez, bonne journée, c'était Franso, à la prochaine. Ciao!